Dans les coulisses feutrées de l'ONU à New York, l'ambiance ressemble à celle d'un théâtre. Avant une pièce tragique, on murmure, on s'observe, on tergiverse. Les diplomates d'ordinaire sur deux naviguent désormais à vue dans le brouillard d'un texte explosif, un projet de résolution concocté main dans la main par les chefs cuisiniers de la diplomatie franco-américaine. Mais voilà au moment fatidique où le rideau devait se lever pour le vote. Silence radio. Pourquoi ? Parce qu'à Moscou, Pékin et Alger on ne goûte pas à cette recette. Ces trois capitales lèvent leur carton rouge pour eux. Les dernières retouches sont loin de capturer l'âme du dossier et encore moins de respecter ce bon vieux principe de décolonisation que la 4e commission ne cesse de brandir comme une relique sacrée. Résultat. Une scène gelée des regards qui fusent et une résolution qui attend encore son heure. Selon plusieurs diplomates proches du dossier, le texte proposé par les États-Unis n'a cessé de changer de visage, 3 réécritures en seulement 14 jours, chacune façonnée par les pressions, les suggestions et les intérêts de multiples acteurs. Pourtant, malgré ces retouches successives, un désaccord majeur persiste, et il porte sur l'inclusion explicite du droit à l'autodétermination. Washington, qui rêvait d'un vote rapide et sans vague, se retrouve maintenant à devoir batailler pour rallier les membres permanents à une version qu'il considérait déjà finalisée. Pendant ce temps, la Russie et la Chine demandent carrément de renvoyer le texte en débat, invoquant les procédures juridiques du Conseil de sécurité, comme pour rappeler que la précipitation n'a jamais fait partie du protocole diplomatique. D'après ces mêmes indiscrétions diplomatiques, Moscou et Pékin ne mâchent pas leurs mots pour eux ce projet sans fort l'empreinte Made in USA. Les deux géants refusent catégoriquement que Washington transforme les résolutions internationales en outils de politique étrangère personnalisés, dictés plus par ses alliances que par les principes de l'ONU. Les Russes, notamment, tirent la sonnette d'alarme, à force de manœuvres américaines. En coulisses, le Conseil de sécurité aurait perdu une bonne partie de sa neutralité. Et concernant le Sahara occidental. Ce n'est pas un terrain d'expérimentation pour diplomatie puissante, mais un dossier de décolonisation en suspens, qui selon eux doit impérativement rester entre les mains de l'ONU, point final. De son côté, l'Algérie campe sur une ligne diplomatique qu'elle répète depuis des années. La solution, dit-elle, doit passer par la voie pacifique, encadrée par le droit international et par les décisions déjà entérinées à l'ONU. Alger ne rejette pas l'idée d'une autonomie en soi, mais refuse catégoriquement qu'elle soit imposée comme un fait accompli sans que les Sahraouis ne puissent se prononcer eux-mêmes à travers un référendum clair, ouvert et incontestable. Dans cette même logique, le président Abdelmadjid Tebboune l'a formulé sans ambiguïté: l'Algérie ne prétendra jamais être plus sahraoui que les Sahraouis, ni plus marocaine que les Marocains. Autrement dit, la dernière parole appartient au peuple du Sahara et à personne d'autre. L'Algérie, soutenue par plusieurs de ses figures politiques, dont Hafid Raj, martèle un message clair, quelle que soit la voie choisie par les Sahraouis, autonomie ou indépendance, seul leur verdict doit prévaloir. Ce n'est pas une préférence imposée, mais un principe de base, le respect du choix populaire. Dans le même souffle, Alger revendique pleinement son droit à conduire sa diplomatie en accord avec ses priorités stratégiques et sa souveraineté nationale. Et ce positionnement s'inscrit dans une dynamique plus large, convaincre la communauté internationale qu'il est temps de revenir aux fondamentaux des résolutions passées, celles qui plaçaient le droit à l'autodétermination au cœur du processus. Du côté de Rabat, les nerfs commencent à lâcher. Les dernières rumeurs venues du Conseil de sécurité ont fait l'effet d'une douche froide. Certaines fuites laissent entendre que l'idée d'un référendum, pourtant mise de côté depuis des années, pourrait bien refaire surface.
Et pour le Maroc, ce retour en arrière serait un camouflet, un coup porté à son plan d'autonomie que plusieurs puissances occidentales avaient pourtant applaudi. En coulisses, les signes de crispation ne manquent pas. Des diplomates proches du dossier évoquent le retrait discret, mais remarqué, de certains représentants marocains lors des dernières discussions. Une manière silencieuse mais claire d'exprimer le malaise face à un virage que Rabat n'avait ni anticipé, ni souhaité. Le Front Polisario, lui, ne tourne pas autour du pot dans une série de messages adressés directement au Conseil de sécurité. Le mouvement a été clair comme de l'eau de roche. Si le projet actuel tel que proposé par les États-Unis passe sans modification, ils ne participeront à rien. Point final. Pour eux, ce texte évacue l'essentiel du problème et enterre purement et simplement le droit du peuple sahraoui à choisir son destin. Conséquence. Le climat diplomatique déjà fragile se tend un peu plus. Les discussions s'enlisent et l'idée même d'un compromis devient de plus en plus utopique, surtout depuis que plusieurs États d'Afrique et d'Amérique latine ont élevé la voix. Leur reproche que l'aspect juridique et humain du dossier soit relégué au second plan comme s'il n'avait jamais existé. Face aux critiques grandissantes, Washington a tenté de retoucher son projet glissant ici et là quelques formulations, soulignant l'importance d'écouter les populations locales et de soutenir les efforts de l'ONU en faveur d'une solution politique durable. Une manière, pensait-on, de calmer les esprits. Mais l'effet escompté n'a pas eu lieu. Alger, Moscou et Pékin ont vu dans cette nouvelle version une coquille presque vide, tant que le terme autodétermination n'apparaît pas noir sur blanc, le texte reste sans âme, estime-t-il. Dans les coulisses du Conseil, l'ambiance est électrique. Certains délégués laissent même entendre qu'en l'absence d'un compromis global, le vote pourrait être repoussé au mois prochain, un geste qui révélerait encore plus les fractures internes. Ce qui se joue au sein du Conseil de sécurité dépasse largement une simple divergence de point de vue. C'est un véritable bras de fer idéologique entre puissances majeures sur la manière de gérer les héritages postcoloniaux et les tensions régionales. D'un côté, Washington et Paris poussent pour une lecture réaliste des dossiers misant sur des solutions politiques calibrées en fonction des rapports de force sur le terrain. De l'autre, Moscou et Pékin rappellent que le droit international n'est pas une option mais une obligation et que le Conseil de sécurité doit rester le gardien de cette légitimité au risque de devenir un théâtre d'intérêt. Bref, ce clivage géopolitique transforme chaque débat en épreuve d'équilibre où la loi et la stratégie se disputent la priorité. Un diplomate s'exprimant au nom du groupe africain à l'ONU n'a pas mâché ses mots, plusieurs nations du continent en ont assez d'être mises sur la touche, alors même qu'elles sont directement concernées par le dossier. Leur griffe principale. L'Union africaine, censée être un acteur incontournable, a été tenue à l'écart du processus. Et pour ces pays, toute décision prise dans leur dos n'a pas la légitimité qu'exige une telle question. En parallèle, l'appel est lancé pour muscler le rôle de l'envoyé spécial de l'ONU sur le Sahara occidental, afin de raviver un processus politique aujourd'hui à l'arrêt. L'idée sortir de l'impasse par un vrai dialogue et non par des décisions prises en cercle fermé. Pour Alger, il ne saurait y avoir de solution véritable sans passer par l'épreuve du choix populaire. Pas de raccourci, pas de demi-mesure, sans référendum clair sur l'autodétermination toute issue serait bancale, voire inapplicable. Car ici, il ne s'agit pas d'un simple désaccord entre voisins, mais d'un processus de décolonisation en bonne et due forme inscrit noir sur blanc dans l'agenda onusien. L'Algérie tient d'ailleurs à le rappeler avec insistance, sa position n'est dirigée contre aucun État, mais repose sur un principe fondamental, le respect de la souveraineté nationale et du droit inaliénable des peuples à tracer eux-mêmes leur destin.
une ligne rouge qu'elle ne compte pas franchir. Dans les couloirs du Conseil, certains commencent à perdre patience. À force de repousser l'échéance, la crédibilité même de l'institution est sur la sellette, murmurent plusieurs diplomates. Et pendant que les diplomatiques temporisent, le terrain lui s'échauffe, les accrochages entre forces marocaines et combattants du front Polisario dans les zones tampons ne cessent de s'intensifier, faisant planer la menace d'un embrasement localisé. Face à cette poudrière des voix, s'élève. Pour prôner une sortie pragmatique, il faut, disent-elles, trouver un équilibre entre les exigences politiques de chacun et l'impératif de stabilité dans une région maghrébine de plus en plus fragilisée par les turbulences sécuritaires. Car à trop attendre, c'est tout un équilibre régional qui vacille. Pour de nombreux analystes, les débats houleux autour du dossier sahraoui ne sont que la partie émergée d'un affrontement diplomatique bien plus vaste, celui qui oppose les grandes puissances sur l'avenir même de l'architecture mondiale et du rôle que le Conseil de sécurité est censé y jouer. D'un côté, Washington avance ses pions pour consolider sa prééminence, voulant garder la main sur les leviers d'influence. De l'autre, Moscou et Pékin cherchent à redistribuer les cartes, exigeant un rééquilibrage des centres de décision. Et pris dans ce jeu de puissance, le Sahara occidental reste suspendu figé dans une lutte d'intérêts globaux qui souvent éclipse les véritables besoins et espoirs des populations concernées. Après des heures de négociations tendues, la montagne a accouché d'un silence toujours aucune décision, aucun dénouement. Le Conseil épuisé mais pas fixé devrait se réunir à nouveau dans les semaines à venir, une fois que de nouveaux ajustements espérés, mais incertains, auront peut-être modifié le paysage du texte en question. Pendant ce temps, la tension diplomatique monte d'un cran entre les grandes capitales. D'un côté, les pays occidentaux martèlent l'urgence d'une approche réaliste et adaptable. De l'autre, les voix dissidentes exigent que la légalité internationale reste le socle non négociable de toute issue valable à long terme. Deux visions du monde qui peinent à s'aligner, même sous les plafonds dorés de l'ONU. Dans cette atmosphère saturée de tensions et de non-dits, l'Algérie ne varie pas d'un iota, elle reste fidèle à son cap, celui d'un soutien sans faille aux droits du peuple sahraoui, de choisir librement son avenir et d'un rejet catégorique de toute solution parachutée de l'extérieur. Mais autour de la table du Conseil, le blocage est total. Chacun campe sur ses positions et le principe d'autodétermination reste suspendu dans les limbes des bonnes intentions sans traduction concrète. Pendant que les grandes puissances se renvoient les accusations comme des balles empoisonnées, les Sahraouis, eux, continuent d'attendre. Une attente longue de plusieurs générations, nourrie de promesses non tenues et marquée par un conflit qui pèse lourdement sur l'équilibre politique et humain d'une région déjà fragilisée. La question du Sahara occidental, autrefois perçue comme une rivalité localisée entre voisins, s'est aujourd'hui muée en symptôme d'un désordre mondial bien plus vaste. Elle cristallise à elle seule la faillite d'un système où les principes se plinent devant les intérêts et où la justice recule face à la réelle politique. Dans cette arène, qu'est devenu le Conseil de sécurité, les convictions s'entrechoquent. D'un côté, les partisans du pragmatisme géostratégique, pour qui toute solution n'est qu'un levier d'influence. De l'autre, les défenseurs acharnés de la légalité internationale ultime, refuge des peuples encore privés de voix. Et pendant que les puissances s'affrontent, la vérité s'efface et les droits fondamentaux deviennent optionnels. Ce qui se joue dans les travées du Conseil de sécurité n'est que le reflet d'un échiquier mondial en pleine mutation. Alors que les lignes de force traditionnelles se brouillent, Moscou et Pékin s'activent,
pour rebattre les cartes, prônant un rééquilibrage qui redonnerait à l'ONU sa vocation multilatérale trop souvent étouffée. Pendant ce temps, Washington, épaulé par ses partenaires européens, reste fidèle à une approche qualifiée de réaliste, censée préserver la stabilité des régions, à condition qu'elle n'égratigne pas ses intérêts. Et au milieu de ces duels feutrés, les voix qui s'élèvent pour défendre les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, notamment le droit des peuples à décider eux-mêmes de leur destin, se perdent dans le vacarme des ambitions géopolitiques. Des décennies d'atermoiement n'ont produit qu'une chose, l'enlisement du dossier. À chaque fois qu'on a tenté de contourner la véritable nature du conflit, on n'a fait qu'ajouter une couche d'immobilisme à une impasse déjà bien installée. Quant au pseudo-compromis, ces solutions de façade sans réel contenu, ils ont surtout servi à prolonger l'attente, pas à y mettre fin. Car non, le Sahara occidental ne se résume ni à une querelle de frontières, ni à une bataille pour des ressources. C'est avant tout une lutte pour l'identité, la dignité et la reconnaissance d'un peuple. Toute issue qui serait imposée depuis l'extérieur, sans que le peuple sahraoui ne puisse clairement exprimer sa volonté, ne pourra jamais être ni juste ni durable. Ce qui dérange le plus, ce n'est pas tant l'échec, mais l'habitude qu'a prise la communauté internationale à ne rien faire d'autre que patienter. Elle ne résout plus les crises, elle les gère comme on gère une paperasse encombrante qu'on n'ose pas jeter, mais qu'on ne veut surtout pas traiter. Chaque année, le mandat de la MINURSO est reconduit sans qu'aucun pas réel ne soit franchi, pendant que les communiqués creux prennent la place des décisions concrètes. Les mots coulent, les actes stagnent. Et à mesure que les délais s'accumulent, le fossé se creuse entre ce que l'on écrit dans les bureaux climatisés et ce que l'on vit sous les tentes des camps. Là-bas, attendre est devenu un mode de survie. Ici, dans les chancelleries, la prudence diplomatique s'est lentement muée en inaction chronique. D'un côté, Alger persiste et signe pas question de dicter quoi que ce soit à quiconque, mais pas question non plus de laisser des solutions prêtes à l'emploi contourner le cadre des Nations Unies. Pour l'Algérie, le droit international n'est pas une option diplomatique, c'est une boussole incontournable. Et si elle défend bec et ongle le principe d'autodétermination, ce n'est pas par posture idéologique ou par esprit de voisinage, mais parce qu'elle y voit un socle fondamental. À toute paix durable, à l'échelle mondiale, le droit des peuples à choisir eux-mêmes leur chemin. En face, Rabat n'en démord pas non plus. Le plan d'autonomie proposé par le Maroc est selon lui une formule équilibrée, alliant souveraineté affirmée et ouverture au dialogue international. Cette vision a séduit plusieurs capitales occidentales. Mais pour Alger, comme pour le Front Polisario, cette solution est perçue comme un raccourci, une façon élégante mais contestable d'esquiver l'organisation d'un référendum pourtant central au cœur du conflit. Le dossier sahraoui, coincé dans un triangle, mais pas celui des Bermudes, un triangle d'impasse où chaque sommet tire dans une direction différente. Rabat, qui veut graver dans le marbre une reconnaissance internationale sans équivoque. Le peuple sahraoui, qui réclame inlassablement le droit de choisir son propre destin, et l'ONU funambule sur un fil tendu entre principe et pression, essayant d'équilibrer la légalité avec la logique diplomatique. Résultat, 3 volontés, 3 trajectoires, et au centre, une crise qui piétine faute d'un point d'ancrage commun. Depuis que le cessez-le-feu de 1991 a figé les armes, la promesse d'un référendum s'est lentement évaporée dans les sables du Sahara. Le cœur du problème. Des querelles sans fin sur qui peut voter et comment. Résultat, un conflit qui n'explose pas mais qui s'enlise, alimentant ressentiment, fatigue et une méfiance devenue chronique. 4 décennies ont passé.
Et pourtant, le dossier revient à l'ONU comme un disque rayé avec les mêmes discussions, les mêmes formules, les mêmes silences diplomatiques. Mais le monde, lui, n'est plus le même. Les principes ont laissé place aux équilibres mouvants de la géopolitique, et la promesse d'un choix libre semble désormais reléguée aux archives de l'idéalisme international. Ce qui se trame aujourd'hui dans l'hémicycle du Conseil de sécurité n'est pas qu'une impasse diplomatique, c'est un double naufrage. Celui de la volonté politique absente, quand elle devrait être ferme, et celui d'une conscience internationale qui vacille trop souvent à géométrie variable. L'Organisation des Nations Unies, bâtie sur les cendres d'un monde en ruine pour défendre paix et justice, semble désormais paralysée face à des crises pourtant localisées, comme si sa mémoire fondatrice s'était brouillée. Et cette paralysie ne se lit pas que dans les résolutions ajournées, elle se ressent aussi dans le malaise profond d'un système qui proclame haut les droits humains, mais se tait bas quand un peuple ose réclamer simplement le sien choisir. À chaque fois qu'on repousse un vote, ce n'est pas juste une séance qu'on remet à plus tard, c'est l'espérance elle-même qu'on ajourne. À l'échelle régionale, les répercussions du conflit sahraoui s'étendent bien au-delà de la ligne de front. Le bras de fer entre Alger et Rabat étouffe les ambitions d'un Maghreb uni, empêchant cette région pourtant riche d'un passé commun de devenir ce qu'elle aurait pu être, un espace de stabilité, de croissance et de coopération. Les peuples de cette région partagent des racines profondes, des langues cousines, une mémoire tressée d'épopées communes, et pourtant les murs invisibles dressés par les intérêts politiques et la méfiance persistante les tiennent à distance. En réalité, le blocage du dossier sahraoui est bien plus qu'un simple différend diplomatique, c'est une fracture silencieuse qui empêche un rêve maghrébin de prendre forme. Un rêve d'unité suspendu entre nostalgie et désillusion. Au milieu de ce vacarme diplomatique, le peuple sahraoui n'a pas de siège à la table, mais porte sur ses épaules tout le poids du conflit. Invisible dans les discussions, mais omniprésent dans la douleur. Ils vivent chaque jour l'attente, comme une seconde nature entre les campements poussiéreux de Tindouf et les vastes étendues d'un désert disputé. Génération après génération, ils grandissent à l'ombre des promesses non tenues, mais gardent au fond du regard la flamme têtue d'une foi inébranlable, celle qu'un jour la justice ne se contentera plus de discours. Car un peuple même muselé reste porteur d'une mémoire vivante, gravée bien plus profondément que ne pourront jamais l'effacer ni le silence des hommes, ni l'usure du temps. Le Sahara occidental aujourd'hui n'est plus un simple territoire sur une carte. Il est devenu l'incarnation d'un malaise plus grand, un symbole pluriel. Celui de l'inaction pesante d'un système international à bout de souffle. Celui d'une fragilité criante des grands principes qu'on aime tant brandir dans les discours. Et surtout celui d'un peuple qui malgré tout tient bon, debout dans l'attente. Si le Conseil de sécurité veut encore prétendre incarner une autorité morale, il devra démontrer que la justice n'est ni à vendre ni à repousser, et que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'est pas une variable d'ajustement diplomatique. Aucune paix ne peut durer si elle ne repose pas sur la reconnaissance de l'autre, et non sur sa soumission. Tant que cette reconnaissance manquera, le dossier sahraoui restera une cicatrice à vif dans la mémoire collective, nous rappelant que le XXIe siècle, malgré ses satellites et ses algorithmes, n'a toujours pas résolu l'équation la plus élémentaire, celle d'un peuple qui aspire simplement à vivre libre et digne sur sa propre terre. Et peut-être que là réside le vrai défi de notre époque, non pas coloniser Mars ou dompter l'intelligence artificielle, mais avoir enfin le courage de rendre justice à ceux qu'on a trop longtemps laissés dans l'ombre.